Mesdames, Messieurs, bonjour. Et je voulais également commencer par remercier Arnaud de Jambline et la Foncière pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous présenter un certain nombre de considérations, de réflexions qu'on mène à l'EPFL sur ces questions de mobilité, de mode de vie et de développement urbain depuis quelques années. Alors je vais essayer finalement de vous montrer un certain nombre de résultats, peut-être de façon impressionniste, mais le but c'est aussi qu'on puisse débattre. Donc des résultats de recherche sur les aspirations en matière de choix résidentiels, et puis aussi sur un certain nombre de dynamiques qui sont à l'œuvre dans l'arc lémanique. Peut-être pour commencer, voilà le titre. Voilà. J'avais envie de vous montrer cette photo de Féchy dessus, que vous connaissez, entre Genève et Lausanne, petit village bien connu. Et j'avais envie de vous dire, un peu à la façon de Magritte, ceci n'est pas un village. Et je pense que ça pose bien le décor. Ça ressemble beaucoup à un village, ça en a la forme, ça en a la morphologie. C'est entouré de vignes. Il y a une vue magnifique. On voit vraiment, on a affaire à un environnement de qualité. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'on vit, mais on le sait, mais on vit dans une région qui est absolument, qui a des atouts considérables en matière paysager. Mais ceci n'est quand même pas un village, parce que l'essentiel des habitants de ce petit bourg n'a pas de rapport local fort, pour l'essentiel, avec la commune. L'essentiel des gens qui habitent ce lieu travaillent à Genève ou à Lausanne. Il s'agit pour une large part de gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, souvent de cadres supérieurs, qui se sont achetés une ferme qu'ils ont rénovée. Donc ça ressemble beaucoup à un village, toujours. C'est ce qui est recherché quand on va habiter ce genre de lieu, mais on ne peut plus véritablement parler de village. Et je pense que ça pose bien le décor, c'est-à-dire que Féchy est typique finalement du mode d'urbanisation que l'on connaît en Suisse romande, c'est-à-dire que finalement Féchy est le quartier d'une ville beaucoup plus vaste. Féchy est complètement relié en termes de flux à Morges, à Nyon, à Genève, à Lausanne, et fonctionne de façon totalement en réseau. Alors j'avais envie de partir de là en vous montrant encore quelques chiffres un peu plus généraux sur la Suisse à propos de ces phénomènes de mise en réseau, en vous montrant deux cartes que vous connaissez peut-être. C'est des cartes qui ont beaucoup circulé. Vous avez sur cette carte les flux pendulaires en 1970 mesurés sur la base du recensement fédéral de la population. Donc, les flux pendulaires, donc un pendulaire, c'est une personne qui ne travaille pas dans la commune où elle réside. Donc, vous voyez la légende qui figure sur la gauche, hein, c'est mesuré à l'échelle de la commune. Plus la commune est foncée, plus le taux de pendulaire est élevé. Et vous avez la moyenne suisse qui figure également, vous voyez qu'elle est à 31%. Donc ça veut dire que 31% des actifs en 1970 travaillent dans une autre commune que celle où ils résident. Mais vous voyez, si vous regardez la carte, elle est quand même largement bleu clair. Hein, le phénomène, voilà, il est relativement diffus, il est présent, mais il est relativement diffus. Et puis quand vous regardez les traits rouges, les traits rouges, en fait, vous avez la légende là sur la droite. Il s'agit en fait de l'ensemble des relations où il y a plus de 50 personnes sur une origine-destination entre une commune de lieu de travail et une commune de domicile. Donc vous voyez, ça dessine déjà dans les années 70, finalement, les agglomérations urbaines, mais de façon relativement restreinte. Voilà la même carte pour l'an 2000. Avec les mêmes seuils. Elle représente la même chose. Alors, la Suisse, elle s'est mise en mouvement. C'est pour ça qu'on peut parler, enfin d'aucuns parlent
d'une métropolisation de la Suisse, d'une Suisse qui se transforme progressivement en une grande ville. Vous voyez que le plateau suisse, il est devenu bleu foncé. Puis là, on n'est pas en 2010, on est en 2000. Et que les traits rouges autour des grandes agglomérations, eh bien, ils se sont considérablement épaissis. Alors, il y a évidemment une limite à cette carte, et particulièrement pour la région lémanique, c'est que malheureusement, les statistiques ne sont pas transfrontalières, et donc on est absolument incapable de vous faire la carte avec la France dite voisine. Mais on peut bien s'imaginer que c'est bleu foncé également en France voisine, et notamment autour de Genève. Je vous rends encore attentif juste à un chiffre, qui est la moyenne suisse des pendulaires en 2000. Vous vous souvenez, en 1970, c'était 31%. Vous voyez, ici, on est à 57,3%. Donc le phénomène, il a quasiment doublé en 30 ans. Donc ça plante un petit peu le décor. Vous voyez, Féchy, c'était peut-être un village en 1970, en ce sens que peut-être il y avait encore largement des gens qui travaillaient sur place, qui étaient associés vraiment au monde local. On voit que c'est de moins en moins le cas. Et si on prolonge la tendance pour l'évolution 2000-2010, alors on ne peut plus faire la carte à l'échelle de la commune parce qu'il n'y a plus de recensement fédéral de la population. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer la carte 2010 à cette échelle-là, mais on a quand même les tendances, parce que le recensement fédéral de la population a été remplacé par des relevés structurels qui permettent d'avoir l'évolution finalement des phénomènes dont on parle. Alors entre 2000 et 2010, la part des pendulaires donc entre communes continue à augmenter. On est en 2010 à 66% de la population active contre 57% en 2000, comme vous l'avez vu sur la carte que je viens de vous montrer. Et puis, il y a un autre phénomène qui commence à émerger de façon très forte, et peut-être que Laurent Staffelbach nous en parlera tout à l'heure, parce qu'il est fortement associé au CFF, c'est qu'on a une forte augmentation de ce qu'on appelle la pendularité de longue distance, c'est-à-dire des gens qui vont travailler, qui traversent un bout de la Suisse pour aller travailler tous les jours. Alors, il reste évidemment encore minoritaire, mais on a en 2010 10% des actifs qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile. Donc, vous voyez, c'est un peu l'étape suivante, c'est-à-dire, effectivement, habiter Genève, travailler à Lausanne, ou l'inverse, habiter Neuchâtel et travailler à Lausanne, habiter Yverdon et travailler à Genève, travailler Fribourg, Berne, Lausanne, Fribourg, tous ces mouvements sont devenus extrêmement courants. Il y a certainement parmi vous des gens qui le pratiquent. La dynamique urbaine de la Suisse, elle se construit aussi à cette échelle. Et dernier point, et pas des moindres, je pense qu'il est vraiment essentiel, c'est le troisième aspect qui figure sur cette slide. On a une forte augmentation entre 2000 et 2010 de l'utilisation du train pour aller travailler. La part des transports publics en général pour les mouvements domicile-travail, elle passe, vous voyez, en 2000 on était à 23%, en 2010 on est à 28%. Donc ce que ça signifie, c'est que finalement cette augmentation de la pendularité de longue distance, elle est assez fortement associée à l'utilisation du train. C'est-à-dire on vit dans un pays où finalement quand on trouve du travail à 50 ou 100 km de son domicile, eh bien on fait confiance au CFF pour nous y transporter. Les CFF ont un certain nombre d'atouts pour ça. Il y a des abonnements généraux, il y a des services cadencés, comme vous le savez, à l'heure, à la demi-heure, voire au quart d'heure sur un certain nombre de relations. C'est confortable, on est à peu près sûr d'avoir une place assise. Il y a parfois des wagons-restaurants, il est possible de travailler dans le train avec un ordinateur portable. Donc évidemment, ce confort, cette facilité d'utilisation de ce système de transport public de très haute qualité, a un effet même sur les stratégies résidentielles. Peut-être que si ce système n'était pas si bon, on continuerait à déménager en Genève et Lausanne parce que faire 1 heure ou 1 heure et demie de voiture ou être astreint à des trains qui finalement sont très peu fiables, eh bien ça rend la chose au quotidien assez pénible.
Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire, dans le fond, ça c'est une transition un peu sauvage, pour vous dire, dans le fond, on est à un moment qui est très intéressant pour le chercheur que je suis, mais qui est aussi, je crois, un moment important plus généralement par rapport aux dynamiques territoriales en général, mais peut-être en particulier aussi dans l'arc lémanique où on a une assez forte croissance, c'est qu'on a on a un changement de mode de spatialisation des sociétés actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des transformations entre ce qui est près et ce qui est loin. Autrefois, le travail, il était proche du domicile. C'est de moins en moins le cas. On l'a vu. On aurait pu faire le même raisonnement pour les mobilités de loisirs avec par exemple des offres low cost comme EasyJet. On est beaucoup plus mobile pour des week-ends. Donc les activités de loisirs ne se déroulent pas forcément dans la région où on habite. Et on a aussi des transformations de ce qui se déplace et qui se de ce qui se déplace et de ce qui demeure. Quand je vous donnais l'exemple, finalement, on ne déménage plus quand on trouve du travail à 100 km en Suisse parce que pour peu que l'offre des CFF soit bonne, ça permet d'y aller de façon confortable. Quelque part, cette transformation, c'est le remplacement d'une migration interne à la Suisse ou d'une mobilité interrégionale où on se déracine d'un endroit pour aller s'enraciner ailleurs, on déménage en fait concrètement. On remplace ça par des mobilités de court terme qu'on fait tous les jours, qu'on appelle mobilité intensive ou pendularité de longue distance. Donc, effectivement, ce qui se déplace et ce qui demeure se transforme, c'est-à-dire que quelque part, on se déplace plus au quotidien, mais on est peut-être plus sédentaire aussi. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est important, qui est particulièrement marqué en Suisse en comparaison européenne, probablement pour deux raisons. Enfin, c'est l'explication qu'on privilégie. C'est d'une part le fédéralisme à la petite échelle qui caractérise la Suisse et qui fait que changer de canton, c'est finalement changer beaucoup de choses, jusqu'à une période très récente, de système scolaire, vous avez toute une série de choses qui changent quand vous déménagez. Donc si vous avez la possibilité de ne pas déménager, voilà, c'est finalement attrayant de ne pas le faire. Et puis l'autre raison, eh bien, c'est évidemment aussi la pénurie de logement, enfin les tensions autour du marché du logement qui font que ce n'est pas toujours forcément évident de déménager. Il y a aussi des transformations entre ce qui est connecté et ce qui est isolé. On ne peut plus considérer, et là on revient à Féchy, on ne peut plus considérer que parce qu'on est loin des centres urbains, on est forcément déconnecté. Avec les systèmes de communication à distance, voilà, il y a des reconfigurations également à ce niveau-là et on voit émerger de nouvelles formes de modes de vie où finalement des gens travaillent chez eux à distance, en partie en habitant des environnements, en étant complètement connectés à la ville, mais en étant dans des environnements qui sont finalement peu denses. Donc voilà un petit peu pour le tableau, le tableau général. Moi, j'avais envie, à partir de ce tableau, de vous donner quelques petits flashs sur des résultats de recherche qu'on a eu l'occasion de mener ces dernières années à l'EPFL. D'abord sur la question des modes de vie, et puis ensuite on pourra revenir sur des questions liées aux infrastructures ferroviaires, et puis enfin sur des questions de mobilité de loisirs en lien avec les densités. Mais peut-être une première chose par rapport au mode de vie, ce dont on s'est rendu compte, bon, vous avez les slides, là je vais passer assez vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais on s'est rendu compte à travers nos recherches que finalement les modes de vie, on n'arrive plus à les penser correctement uniquement à partir des aspects fonctionnels. C'est-à-dire, les aspirations en matière de choix résidentiels, en matière de mode de vie, se sont considérablement diversifiées ces dernières décennies.
Et tout le monde ne recherche pas la même chose. Tout le monde ne souhaite pas devenir propriétaire. Tout le monde ne souhaite pas vivre dans une maison individuelle. Il y a une diversification, il y a plusieurs modèles de réussite résidentielle, on pourrait dire, qui se développent progressivement et qui finalement renvoient en particulier aux deux premiers éléments qui figurent sur ce slide, ce qu'on peut appeler la qualité sensible, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas, par exemple, habiter dans un quartier urbain central pour toutes les aménités qui s'y trouvent. Donc certaines personnes le recherchent pour le mode de vie qu'on peut y développer, parce qu'elles trouvent ce quartier beau. On a par exemple travaillé sur Sougar à Lausanne. C'est typiquement un quartier qui suscite ce genre de réaction en disant voilà, c'est un quartier, ça peut être un quartier idéal pour certaines personnes, par ses qualités esthétiques, sa proximité au lac, ses équipements, sa proximité à la gare. On s'y sent bien, il a des qualités esthétiques. Donc toutes ces qualités sensibles sont importantes dans les choix résidentiels. Et puis également les qualités sociales, c'est-à-dire beaucoup de gens cherchent des environnements dans lesquels ils se sentent bien, au sens social du terme, c'est-à-dire des endroits, des lieux de vie où ils peuvent nouer des relations apaisées et cordiales avec leurs voisins, où il y a un monde associatif qui leur convient. Voilà, donc ces éléments apparaissent comme étant véritablement importants. Quand on fait une analyse un peu approfondie de ces questions-là, là vous avez je vais vous présenter très rapidement ces résultats. C'est sur les choix résidentiels des familles à Lausanne et à Berne, une enquête qui nous a été financée par le Fonds national. Les critères qui sont importants dans le choix d'un lieu de résidence, alors vous en avez, il y en a 6 qui sont ressortis de l'analyse. Le premier relève effectivement de l'univers du fonctionnel, l'importance accordée à la proximité. Est-ce qu'on apprécie ou pas d'être dans un environnement dense? Les 4 suivants, vous voyez, renvoient plutôt à des qualités sociales, la convivialité de cette proximité, l'ancrage social, la réputation du quartier, la fiscalité. Et puis, le dernier renvoie à la qualité sensible, la tranquillité. L'enquête portait sur les familles, c'est pas totalement étonnant. Donc, vous voyez, c'est un ensemble finalement de facteurs qui dessinent ces modes de vie, qui permettent d'ailleurs de construire des typologies où on peut identifier finalement des besoins et des aspirations assez différentes dans différents segments de la population qui vont évidemment avoir tendance à habiter des espaces différents. Alors là où ça devient, je trouve, très intéressant par rapport à ces questions de transport en commun dont on parlait tout à l'heure, d'offres ferroviaires et d'accessibilité, puisque c'est le thème en fait que l'on traite aujourd'hui, c'est que finalement, suivant les agglomérations, il est plus ou moins, ou suivant les régions, il est plus ou moins possible de trouver chaussures à son pied en matière de recherche de qualité de vie et de mode de vie. Je vous donne un exemple issu de la recherche, de la comparaison entre Lausanne et Berne qu'on a effectuée dans le cadre de la recherche dont je viens de vous présenter les résultats. C'est la question de l'accessibilité en transport collectif. À Berne, il est possible d'habiter loin du centre et finalement d'être très très bien relié à la ville. Vous avez ici sous les yeux une comparaison des accessibilités depuis respectivement sur la partie gauche du tableau Vuflan la ville, et sur la partie pour l'agglomération lausannoise, et sur la partie droite Moos-Zeedorf dans la région bernoise. On est à peu près à la même distance du centre respectivement de Lausanne et de Berne, et les périmètres qui figurent en bleu pour Lausanne et en rouge pour Berne représentent les lieux accessibles en 15 minutes et en 25 minutes de transport public. Vous voyez que depuis Moos-Zeedorf, vous avez accès en 25 minutes à l'ensemble du centre-ville de Berne, et que par contre,
sur l'axe ferroviaire qui part en direction d'Yverdon depuis Vufflan-la-Ville, vous n'avez accès en gros qu'à Renan dans le même temps. Donc les accessibilités sont assez différentes. Et en fait, ce que ça signifie en termes de mode de vie, c'est qu'il est possible d'habiter Moosseedorf en développant un mode de vie très fortement associé à la fréquentation du centre de Berne, de ses aménités, de ses quartiers, de ses équipements, sans être dépendant de l'automobile, là où, par exemple, à Lausanne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je voulais vous dire à travers cet exemple, c'est que, finalement, le potentiel d'accueil du territoire à différents modes de vie est assez contrasté suivant les cas dont on parle, et que l'atout de Berne, là en l'occurrence, c'est effectivement de procurer ces accessibilités multiples et notamment excellentes au niveau du transport régional par fer, qui permet finalement d'attirer peut-être à l'extérieur de la ville, par exemple à Moosseedorf, mais on pourrait parler de bien d'autres lieux, finalement d'attirer hors de la ville des personnes qui aspirent à la fois à la tranquillité, mais à un lien très fort avec la ville, tout en n'étant pas dépendant de l'automobile, ce qui est un modèle d'aspiration que l'on voit émerger de façon assez forte dans la population suisse. Peut-être très brièvement, je voulais revenir sur la question de l'accessibilité et des politiques de transport et des choix de localisation résidentielle. On a mené à l'EPFL, il y a maintenant une année, une expertise pour l'Office fédéral des transports sur le projet d'extension du réseau de S-Bahn zurichois qui s'appelle le projet 2G. Ce projet 2G, il vise à accélérer un certain nombre de lignes du S-Bahn zurichois de façon à ce qu'il soit plus facile, plus rapide de passer de la périphérie de l'agglomération zurichoise au centre. C'est un système d'exploitation double. Actuellement, toutes les lignes du S-Bahn zurichois, finalement, font tous les arrêts jusqu'au terminus. Et là, il s'agit de développer des lignes doubles où vous avez des trains rapides et des trains lents, et donc de permettre des gains de temps. Et l'Office fédéral des transports nous a demandé d'évaluer l'impact de cette accélération du S-Bahn zurichois sur les choix résidentiels dans la région zurichoise, parce qu'ils avaient la présomption que cette accélération allait avoir pour effet de favoriser de l'étalement urbain dans les franges de l'agglomération, puisqu'il serait sensiblement plus rapide de passer de la périphérie de Zurich au centre. Alors, on a fait cette évaluation et on a développé une modélisation. Là, vous avez une carte à l'échelle du canton de Zurich des gains de temps prévus par le projet de S-Bahn 2G. Et puis, ici, vous avez effectivement les gains et pertes d'attractivité résidentielle d'un certain nombre de communes en fonction de cette accélération. Et vous voyez qu'effectivement, les gains, ils sont en rouge. Vous voyez qu'effectivement, dans les franges de les franges du canton de Zurich, les gains sont forts et que le mandat portait sur le canton de Zurich, donc c'est pour ça que les cartes portent sur le canton de Zurich, mais on a aussi été voir les cantons voisins, et en fait ces effets sont encore bien plus forts dans les cantons voisins, et notamment en Argovie. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que les dynamiques face auxquelles nous nous trouvons sont effectivement assez complexes. Et il ne suffit pas simplement de développer un réseau ferroviaire efficace pour pouvoir développer une urbanisation qui correspondrait à des visions peut-être politiques telles que celles qui ont été évoquées en introduction. On peut tout à fait développer du transport collectif et avoir pour effet induit une induction en termes d'étalement urbain.
Et voilà, c'est par exemple le cas de ce projet-là, essentiellement dans les cantons voisins de celui de Zurich. Je voulais terminer très rapidement, parce que je suis en train de dépasser mon temps de parole, par un élément qui me paraît important par rapport à ces questions de densité et de mobilité, et qui renvoie à la question environnementale, qui est souvent quand même en arrière-fond de beaucoup de considérations depuis quelques années dans le domaine des politiques d'aménagement du territoire. Là, vous avez une carte de la densité d'activité humaine par commune en Suisse, donc habitat plus emploi au kilomètre carré. Vous voyez qu'on a identifié trois classes, et on s'est intéressé pour chacune de ces classes au niveau de l'ensemble des habitants, donc à l'échelle suisse, savoir finalement, en fonction de la densité du lieu de résidence, comment se construisent les émissions de CO2 pour la mobilité en fonction du lieu de résidence. Et ceci, non seulement pour les déplacements de la vie quotidienne, mais également pour l'ensemble des voyages. Et vous voyez qu'effectivement, on a voilà, la densité urbaine présente une certaine vertu en matière d'émissions de CO2. Vous voyez que lorsque c'est élevé, lorsque la densité est élevée, eh bien, on a des consommations ou des émissions plutôt qui sont plus faibles. Néanmoins, et je voulais terminer avec ça, quand on regarde plus précisément, donc là vous avez vu le tableau général pour la Suisse, quand on regarde des agglomérations ou des régions particulières, et là j'ai des chiffres sur Genève et ensuite sur Zurich, vous voyez que les tissus les plus denses ne sont pas toujours forcément les plus vertueux en matière d'émissions de CO2 pour les déplacements. Vous voyez par exemple qu'à Genève, les communes de première couronne, dites suburbaines, eh bien, sont celles dans lesquelles les déplacements, et notamment les voyages avec nuitée et les déplacements les mobilités de loisirs sont les plus faibles. Et on a la même tendance, on a un petit peu la même tendance sur Zurich. Ça montre une chose, je crois, qui est très intéressante, et je voulais terminer là-dessus. Ça montre une chose qui est très intéressante, c'est que finalement, ces tissus intermédiaires qui ne sont ni de la ville très dense, très connectée en centre-ville, ni du périurbain, mais qui sont ces communes qui offrent finalement une assez grande diversité de situations d'urbanisation, eh bien, sont peut-être des lieux qui offrent non seulement des potentiels d'urbanisation qui sont encore intéressants, mais également d'un point de vue empreinte environnementale, qui sont des lieux dans lesquels la diversité de la situation ou de l'environnement construit fait que les habitants ont tendance à moins peut-être se déplacer pour aller ailleurs. Donc je voulais simplement terminer avec ça en vous disant la question du potentiel d'accueil d'un lieu, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer à travers mon exposé, potentiel d'accueil de mode de vie, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, qui est très diversifié, qui dépend de l'offre ferroviaire, qui dépend de toute une série de facteurs, et c'est peut-être en fonction de ce potentiel d'accueil aussi qu'il faudrait à l'avenir penser le développement urbain de la région et de la Suisse. Merci pour votre attention.